Ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce dimanche. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce dimanche 8 mai le 19e anniversaire de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan. Une heureuse occasion de renouveler l'attachement des Marocains au glorieux trône à Alaouite. Le 3e forum d'information et d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle reprend ses quartiers à Sidi Qassem. Une aubaine pour les étudiants et surtout les futurs bacheliers qui passeront les épreuves du bac dans quelques semaines. Il fait chaud ce week-end. La canicule fait grimper le mercure à des valeurs qui dépassent les 40 degrés dans les provinces du Souss et du Sud. Un épisode inhabituel dans certaines régions du Moyen Atlas, comme Ifrane, qui enregistre un record cette saison, 30 degrés. Et avec nous ce soir, Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit, pour le décryptage des faits marquants de la semaine que nous quittons. Professeur, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Mais d'abord, retour sur les activités royales de la semaine avec Boubkir Ben Gabrit. Lundi, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, accomplit la prière de l'Eid al-Fitr. Eu égard à la poursuite de l'application des mesures préventives en vigueur, Sa Majesté le roi a bien voulu accomplir cette prière dans un cadre privé et avec une assistance très réduite. Jeudi, Sa Majesté le roi Mohammed VI procède à Rabat au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina, un projet futuriste qui viendra renforcer la structure sanitaire actuelle du royaume, un investissement de 6 milliards de dirhams. Structure de soins de nouvelle génération, le nouvel hôpital se veut moderne par son architecture, par la qualité d'offre des soins et par l'intégration des nouvelles technologies de pointe. Le futur hôpital comportera notamment un pôle d'hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultation externe, d'exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité des grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un centre d'hémodialyse et des plateaux techniques. D'une capacité d'accueil de 1044 lits, 48 lits dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs, le projet sera réalisé dans un délai de 48 mois et viendra consolider l'offre de soins au niveau de la région de Rabat-Salé et Nitra. Nous célébrons ce dimanche 8 mai le 19e anniversaire de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan. Une heureuse occasion qui traduit l'attachement indéfectible et profond du peuple marocain au glorieux trône à Alaouite, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du royaume. Marine Messi. أن أزف البشرى إلى رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. Un moment solennel ancré dans la mémoire du peuple marocain tout entier. Ce 8 mai, il y a 19 ans, naissance de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay Hassan. Un heureux événement qui a soulevé un magnifique élan de joie indicible et de réjouissance à travers le royaume. Depuis, l'anniversaire de Son Altesse Royale le prince héritier Moulay Hassan est empreint d'une grande symbolique, celle d'une union nationale pérenne et de l'attachement indéfectible du peuple marocain au glorieux trône alaouite. Près de 2 décennies, Son Altesse Royale le prince héritier se distingue par sa remarquable présence aux différentes manifestations nationales et internationales. En représentant Sa Majesté le roi Mohammed VI dans diverses cérémonies et obsèques officielles, au Maroc comme à l'étranger. Et en présidant le coup d'envoi de nombreuses manifestations économiques, sociales et sportives phares. Le
19e anniversaire de son Altesse Royale, le Prince héritier, vient rappeler les souvenirs des instants heureux du jeudi 8 mai 2003. Une réjouissance partagée entre le peuple marocain et la famille royale, gage de la constante et irréversible communion qui a toujours lié le peuple au trône, garant de l'unité, de la stabilité et de la prospérité du royaume. À présent, le décryptage de l'actualité des faits marquants de la semaine avec Mustafa Srimi, professeur de droit, politologue. Professeur, retour d'abord sur le réchauffement des relations entre Rabat et Madrid. 2 réunions marquantes cette semaine sur le chapitre de la migration dans sa globalité. D'abord celle du groupe migratoire mixte permanent et celle de la commission mixte maroco-espagnole de transit qui a peaufiné les derniers préparatifs de l'opération Marhaba 2022. Les 2 réunions interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route qui lie désormais les 2 pays. Qu'est-ce qui caractérise la nouvelle approche de partenariat dans ce domaine ? C'est un partenariat qui a été relancé suite donc à la normalisation des relations entre Madrid et Rabat intervenue le mois dernier avec la visite du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Donc il y a voilà le socle et une volonté commune. Alors il y a eu une réunion jeudi et vendredi précisément où ils avaient fait référence donc aux questions migratoires avec 2 comités. Un comité mixte permanent sur la question migratoire, on va y revenir, et un comité donc de suivi de l'opération Marhaba. Pour ce qui est de l'opération Marhaba, j'en parle tout de suite, c'est une grande opération qui a été suspendue pendant 2 ans aux grandes dames de nos compatriotes à l'étranger. Et donc c'est un grand boom, un grand rush qui va se faire du 15 juin au 1er septembre donc de cette année. Il faut rappeler que c'est un flux important, 2,5 millions de personnes de MRE, 600 000 voitures, ça c'est les chiffres de 2019. Nul doute que ces chiffres seront atteints et peut-être même dépassés cette année du fait des blocages qu'il y a eu pendant 2 ans. Il y a une opportunité qui est liée au fait qu'il y a eu cette fermeture de l'opération Marhaba, c'est que le Maroc, l'Espagne aussi, mais je parle du Maroc, a pris un certain nombre de mesures techniques d'amélioration des procédures. Il y a un budget de 150 millions de dirhams qui a été dégagé à ce sujet par le ministère de l'Intérieur pour faire quoi ? Pour améliorer les conditions de circulation, d'accompagnement, la logistique, le contrôle santé, etc. Donc, ça a été une mise à niveau optimale donc du dispositif qui est mis en place à ce sujet. Il y a aussi le fait que c'est une approche de partenariat, de confiance, de responsabilité partagée, il faut le relever. C'est aussi une approche novatrice parce qu'il y a une réflexion nouvelle des 2 côtés pour qu'il y ait des flux migratoires. Maintenant, c'est le volet intéressant, le comité mixte permanent que j'ai évoqué. Donc, pour le contrôle, alors le contrôle, donc c'est extrêmement important. Ça procède d'une vision novatrice qui dépasse la question sécuritaire stricte, qui est économique, social, etc., parce que c'est un flux humain et qui est important. Et puis le Maroc, vous savez, qui défend des positions d'avant-garde sur ce plan-là. Il y a eu le pacte mondial de Marrakech de décembre 2018. Il y a toute la politique royale, donc pour ce qui est de la migration africaine, le souverain étant donc leader africain pour les questions migratoires. Et il y a un agenda, c'est dans les prochains jours, un forum international des migrations qui se tient à New York. Donc autant d'acquis, et c'est un domaine où le Maroc est pionnier avec des propositions et des propositions novatrices. Alors, la question des visas étudiants a été également discutée lors de ces réunions. L'Espagne souhaite clairement qu'il y ait de plus en plus d'étudiants à emprunter ces universités pour poursuivre leur formation académique. Je vais vous retourner la question. Connaissez-vous beaucoup de pays qui émettent le souhait d'accueillir davantage des étudiants marocains ? Pas spécialement. Pas particulièrement, nous sommes d'accord là-dessus. C'est important. Au moment où il y a tellement de mesures restrictives qui sont prises à l'endroit de nos ressortissants, qu'ils soient travailleurs ou qu'ils soient étudiants, voilà un signe fort d'une volonté de Madrid, donc, d'élargir et de renforcer le champ des relations bilatérales. Aujourd'hui, il y a 10 000 étudiants marocains en Espagne, il y a une progression d'environ 1 000 par an.
c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit, un état d'esprit d'accueil, et les étudiants marocains se distinguent par des études très pointues, notamment dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, d'autres secteurs, etc. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être relevé, et c'est bien la traduction d'une nouvelle politique de l'Espagne à l'endroit du Maroc, un exemple à suivre par d'autres pays. Je pense à la France, en particulier, où, vous le savez, des mesures restrictives continuent à peser de manière difficilement acceptable, je dois le dire. Autre partenariat prometteur à l'ordre du jour, professeur, cette fois au niveau du continent africain, c'est le méga-projet du gazoduc Nigeria-Maroc. Donc un projet lancé au cours de la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en décembre 2016 à Abuja. Il est au stade des études et de la recherche de partenaires financiers. Les récents développements internationaux ont mis un accent stratégique sur les sources énergétiques et la sécurité énergétique pour de nombreux pays. Que promet ce projet dans ce sens et quelles en seront les retombées à la fois pour le Maroc et pour le continent? J'en tire d'abord une première observation, c'est que nous avons une diplomatie qui n'est pas statique. Nous avons une diplomatie en mouvement. On a parlé de la normalisation avec l'Espagne et des potentialités nouvelles offertes par la normalisation. Vous avez cité le gazoduc Nigeria-Maroc, c'est la traduction d'une politique continentale menée par le souverain depuis une décennie, au moins, sinon une décennie et demie. Ce gazoduc Nigeria-Maroc, c'est un méga projet. C'est un méga projet parce qu'il doit ravitailler, c'est une sorte d'autoroute gazière qui doit ravitailler 12 pays, dont le Maroc, avant l'exportation de gaz, évidemment, vers le marché européen. C'est important. C'est important aussi parce que par la géographie, le parcours, 5700 km, c'est un budget d'investissement exceptionnel qui doit être mobilisé, qui est de l'ordre de 25 milliards de dollars. Et puis, ça doit permettre d'électrifier à peu près des populations de l'ordre de 300 millions de personnes le long des 12 pays concernés. Donc, c'est extrêmement important. Où on en est aujourd'hui, il y a des études. Il y a un premier lot d'études qui a été fait, c'est de 9-10 millions de dollars, financés d'ailleurs. Et il y a une deuxième phase d'études plus affinée, plus profonde, d'un coût de 90 millions de dollars financés à parité par le Maroc et le Nigeria. Et puis, il y a un troisième point, c'est le fait que maintenant, il y a la phase, si vous voulez, d'évaluation des modalités de financement. Pour l'instant, l'avancement de ce projet fait que beaucoup d'investisseurs étatiques étrangers, et parfois même privés, sont intéressés par ce méga projet. Donc nous en sommes là, j'ai parlé de son coût, c'est 5 milliards de dollars, et c'est important aussi parce qu'il plombe l'autre projet concurrent, entre guillemets, qui était le gazoduc Nigeria-Algérie, qui lui avait été lancé en 2002, alors que notre projet, le projet royal du gazoduc Nigeria-Maroc n'a été envisagé qu'en décembre 2016, puis repris lors de la visite du président Buhari en juin 2018. Le projet algérien, il a été lancé en 2002, il n'avance pas. Il n'avance pas, pourquoi? Parce que le Nigeria invoque plusieurs arguments, des arguments sécuritaires. Il passe donc dans les zones sahéliennes, c'est problématique. Il y a le coût qui n'a pas été encore suffisamment évalué, et puis il y a le financement. Donc sur ce plan-là, il y a une partie importante qui se joue en faveur du Maroc et qui déclasse totalement donc le projet algérien, donc Nigeria-Algérie. Un dernier point, ça va permettre également de rapprocher davantage les diplomaties des deux pays, le Nigeria et le Maroc. Le Nigeria est une grande puissance et c'est finalement au total, c'est que, si vous me permettez cette expression, c'est du gagnant-gagnant et du bénéfice pour tout le monde. Professeur Mostafa Sahimi, je rappelle que vous êtes professeur de droit, politologue. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Le plus grand mouvement humanitaire au monde célèbre aujourd'hui sa journée internationale. La Croix-Rouge et le Croissant Rouge marocain s'allient une fois de plus autour du bénévolat, là où le devoir humanitaire appelle. Cela dure depuis plus de 150 ans. Au Maroc, le Croissant Rouge marocain s'associe à cette commémoration par le lancement de la Semaine nationale du Croissant Rouge marocain. De nombreuses actions à caractère social et humanitaire sont programmées.
Objectif, sensibiliser à l'importance de la formation de secouristes et promouvoir la culture du volontariat au chevet des plus vulnérables. Une carrière réussie dépend d'une bonne orientation. À Sidi Qassem, le 3e forum d'information et d'orientation scolaire, professionnelle et universitaire est lancé. Un événement d'un intérêt particulier pour les futurs bacheliers qui vont passer les épreuves du bac dans seulement quelques semaines. Amin Amour et Zakaria Mouqim Billah, Boukr et Mrim Missi. L'engouement est palpable pour les filières scientifiques et techniques. Au stand de l'école Mohammedia des ingénieurs, ces futurs bacheliers s'informent sur les conditions d'accès à la prestigieuse école. Ils sont en première ou deuxième année du baccalauréat et certains ont déjà établi leurs préférences. Je suis en filière sciences physiques et je suis intéressée par les filières d'ingénierie, en particulier le génie mécanique. Je voudrais m'informer sur les seuils exigés et les filières disponibles. L'école Mohammedia des ingénieurs, c'est une école d'ingénieurs. C'est la plus ancienne, c'est la première au Maroc. Elle a été inaugurée en 1959. Elle dispose de plusieurs filières, 9 filières. Donc, les étudiants, ils ont le choix de choisir les filières selon le classement et le rang. Des écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles de commerce et gestion, des facultés de lettres et sciences sociales et un stand pour la DGSN. En tout, une 60aine d'établissements publics et privés sont représentés, appuyés par des conseillers en orientation. Notre rôle est de donner toute l'information nécessaire sur les filières disponibles. Nous expliquons aux élèves les matières enseignées dans chaque cursus. L'élève doit alors pouvoir balancer entre ses aptitudes, ses penchants et les perspectives futures d'emploi. Après Sidi Qassem, le forum d'information et d'orientation scolaire, professionnelle et universitaire s'invitera dans toutes les provinces de la région Rabat Salé Kénitra. En parallèle, un forum virtuel de l'orientation se tiendra en ligne à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 octobre. Le mercure s'affole ce week-end, un épisode caniculaire qui intéresse particulièrement les régions du Souss et du Sud du Royaume. Les maximales ont atteint 38 à 43 degrés dans les provinces de Taroudan, Agadir et Daoutanen, Izgan et Tmelloul, mais aussi à Guelmim, Tantan, Smara, Ouadhab et Aousserd. Et cette vague de chaleur persistera jusqu'à mardi. Inhabituellement, en ce début du mois de mai, le mercure grimpe à 30 degrés à Ifrane. En pareille saison, les valeurs ne dépassent guère les 20 degrés. Nous allons le voir dans ce reportage d'Ahmed El Fadeli, commenté par Oumaima Ramli. Il est 14h et le soleil est à son zénith. Il fait plus de 32 degrés au centre-ville d'Ifrane. Pas d'âme qui vive. Il aura fallu quelques minutes pour qu'enfin une personne se hasarde sous ce soleil de plomb. Le mercure n'a jamais autant grimpé en cette période de l'année. On n'arrive même plus à sortir en journée. Il fait chaud. C'est du jamais vu en cette période de l'année. Les gens n'osent même pas s'aventurer au centre-ville avec ces températures. C'est prudent de rester chez soi pour éviter un coup de soleil. À la recherche de la fraîcheur, nombreux sont ceux qui se mettent au vert, loin du stress urbain dans des espaces ombragés. Ain Vitel est un de ces lieux prisés par les riverains. Au bord du lac ou sur la pelouse, la canicule semble s'atténuer. Il fait frais ici, c'est apaisant. C'est un véritable havre de paix en ces temps de forte chaleur. Habituellement, en cette période, le mercure ne dépasse pas les 20 degrés à Ifrane. Une hausse inattendue, mais qui se poursuivra tout au long de la semaine, des températures avoisinant les 30 degrés. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres à 21h avec Mohamed Redel Abidi. À bientôt.